Oh, bah, merci déjà pour tout ça. Moi, j'avoue que je connais bien Airtable et en fait, je connaissais vite fait d'autres outils et pas du tout d'autres et j'ai d'une part découvert beaucoup de choses et d'autre part un peu questionné ma tendance au tout Airtable. Est-ce que je vais pas creuser certains outils plus tard? Je pense qu'il y a bien moyen. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais faire un rapport d'étonnement. Vous, de votre côté, quand vous avez vu un peu là toutes ces présentations, qu'est-ce que vous avez découvert? Qu'est-ce qui vous a surpris? Qu'est-ce qui vous a intéressé? Est-ce qu'il y a d'autres outils que vous ne connaissiez pas ou peu, que vous avez envie de tester, suite à tout ça? Je sais pas qui veut commencer. Élise, vas-y, à toi l'honneur. Vu que tu viens de finir, t'es à chaud là, vas-y. Ouais, non, mais complètement. Time Tonic, on en entend parler beaucoup. Et là, ça me donne encore plus envie de tester, notamment quand on a des besoins en termes de génération de documents, enfin de choses, on va dire, qui sont offertes par Time Tonic en natif. Ça peut être chouette. Et des problématiques de RGPD, pour le coup, je trouve que c'est intéressant. Podio, je me dis, ça peut peut-être être, trop technique. Pour moi, peut-être que je me trompe. Enfin, pas trop technique pour moi, mais je veux dire trop technique pour comparer aux outils qu'on a l'habitude d'utiliser et pour aussi onboarder les clients dans le paramétrage. Je suis pas développeur hein, pour information. Okay. Je n'ai pas du tout de parcours technique. Donc, je pense que c'est effectivement... En fait, j'ai l'impression qu'Airtable, c'est binaire. Soit tu connais vraiment rien au code et tu n'as pas envie d'y toucher et ça va être génial parce que tu as plein d'intégrations directes. Coda, j'ai l'impression aussi à des packs déjà préconfigurés. Soit tu es développeur, tu peux utiliser les scripts, du coup, les fonctionnalités avancées de Airtable et tu vas t'y retrouver. Moi, je suis entre les deux. Donc Airtable, quand je l'ai essayé, ça m'a paru trop limité en version basique, automatisation directe, et trop complexe s'il faut écrire des scripts de zéro. Pour moi, Podio, c'était le juste milieu idéal. On rappelle au passage qu'il n'y a de toute façon pas d'outils meilleurs que les autres dans l'absolu et que le choix d'un outil dépend d'une part du contexte, quels sont les besoins du projet, le nombre d'utilisateurs, le volume à traiter, les contraintes techniques, les contraintes d'utilisation, dans quel contexte, etc. Mais ça dépend aussi énormément de la personne. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont complètement comprendre la logique d'Airtable et pas celle de Podio et vice-versa. Donc, dans le choix d'un outil, il y a aussi qu'est-ce qui vous correspond à vous dans la manière dont vous fonctionnez. Quelqu'un veut continuer sur ce rapport d'étonnement? Vas-y, je vais y aller. Moi, je connaissais Coda et j'utilise même avec Time Tonic, comme j'ai dit un peu dans les commentaires. Je l'embed dans Time Tonic parce que je trouve pour la gestion de doc et tout ça, c'est top Coda. Et ça peut faire même beaucoup plus et plus facile à automatiser. Donc j'adore vraiment Coda. C'est un outil tellement de possibilités, je trouve, et les packs sont vraiment géniaux. J'ai été surpris par la qualité des intégrations de Todoist ou des trucs comme ça, ou que j'utilisais moi pour ma gestion de tâches. Et je l'ai connecté, c'était trop facile et vraiment bien fait. Pour Bezro, je connaissais un peu. J'attends en fait que certaines fonctionnalités sortent pour utiliser, mais je trouve ça super et open source. Donc, je trouve ça... déjà, ça, c'est un gros point qui peut aider sur certaines problématiques qu'on peut rencontrer en entreprise, et d'autres qui veulent vraiment stocker leurs données. Parce que je viens du monde industriel, moi, donc c'est des choses que je vois assez souvent. Et d'avoir la data chez le client qui maîtrise sa data, c'est quand même un point non négligeable. Et je vois qu'ils ont sorti les interfaces, ça commence à être vraiment intéressant techniquement. Smart Suite, j'avais testé, mais j'avais eu quelques bugs et ça m'avait un peu frustré parce que je suis plus avec des gens qui travaillent dans les entreprises, donc dit que ça bug un peu et tout ça. Enfin, faut quelque chose de fiable. Et j'ai pas eu confiance en l'outil, mais je pense qu'il peut être vraiment très top et visuellement très beau. Mais j'ai perdu un peu la confiance comme ça de Smart Suite quand j'avais essayé. Et Podio, je connaissais pas du tout et je suis un peu étonné. Faut que je teste pour me faire un avis. Franchement,
ça m'a intrigué, en tout cas, Podio aussi. Et Raphaël, Airtable, je pratique au quotidien, donc Hmm. ce qui me frustre dans Airtable, c'est plus les limitations qu'il y a au niveau de l'API et certaines, enfin les synchronisations de base et tout ça. Dès qu'on commence à taper dans les apps un peu plus lourdes, je suis assez frustré par les limitations qu'il y a derrière. Malgré qu'ils se vendent de plus en plus de l'enterprise, alors j'ai du mal à comprendre un peu le positionnement et ce qu'il y a les limitations derrière. Ouais, voilà, puis le coup. c'est là qu'il y a les sous. Rachid, Raphaël, Scotto, est-ce que l'un d'entre vous veut continuer? À toi l'honneur, Rachid, vas-y, je passerai en dernier. Ok, ça marche. Westbrook, je l'ai connu l'année dernière. Je l'ai connu, je pense, un peu trop tôt parce qu'il y avait des fonctionnalités comme les relogs qui n'existaient pas encore. C'était en cours de développement. Pas d'automatisation, pas d'interface. C'est vrai que il est généreux par rapport au plan, par rapport au nombre de records, mais c'est limité par rapport au workspace. Où je me suis dit peut-être qu'un jour je l'utiliserai, mais en mode open source. Enfin, je l'installerai moi-même. Mais quand j'ai vu ce que ça demandait, comme ressources, comme connaissances, je me dis bon, bah, ça sera peut-être pour plus tard, mais Pezro, vraiment, pour celui qui veut garder sa data pour lui, moi, enfin, là, je vais parler de moi, mais mon avis, c'est que tout comme par l'intelligence artificielle et pour le no-code, l'avenir est à l'open source, je pense. Parce qu'avec on a tous vu l'évolution des prix d'Airtable, de Bubble et d'autres outils. On s'y habitue, et ils montent les prix, mais je pense que tous les outils open source vont prendre de plus en plus de place pour nous. Et surtout par rapport aux données, l'intelligence artificielle nous pousse à contrôler nos données, à les garder, à les valoriser. Donc forcément, je pense que l'avenir est pour l'open source. Donc ça, c'est pour Pezro. Pour Coda, je l'ai découvert aussi un peu trop tôt, quand le plan n'était pas assez généreux. Donc moi, quand c'est pas assez généreux, bah, je m'aventure pas trop. Et je l'ai redécouvert avec les posts d'Élise sur LinkedIn. Et il me fait beaucoup de l'œil, donc j'hésite entre me spécialiser sur Smart Suite ou passer à Coda. Donc je sais pas encore. Et pour Time Tonic, je l'ai découvert par l'intermédiaire d'un collègue dans le service des Ops d'Alexis. Il ressemble un peu trop pour moi à Excel, et en même temps, c'est une base de données. Je suis un peu perturbé avec Time Tonic. Je vois il y a vraiment beaucoup de possibilités, mais j'accroche pas. Voilà un peu le bilan de ces outils-là. Puis Airtable, bon, je suis tombé dedans et j'arrive pas à m'en défaire. C'est un peu pareil. Raphaël? Ouais, je pense que moi je vais affirmer mon point de vue un poil différemment. C'est-à-dire que je déteste toujours autant Airtable. Par contre, Pierre, ta présentation était sublime et ça donnerait presque envie de le tester. Après, je vais pas mentir, Coda, je connais un petit peu, j'utilise un petit peu, et puis c'est Élise qui m'avait vraiment fait kiffer lors de notre live ensemble. Donc vraiment, j'aime toujours autant l'outil, mais faut que je me mette dedans, mais j'ai pas le temps. Time Tonic, pareil, on a fait un live avec Jérôme et c'était super intéressant. J'ai découvert plein de trucs et au No Code Summit, j'ai adoré les features que m'avait présenté Thierry. Donc vraiment, je trouve que l'outil est génialissime. Rachid, du coup, je suis un peu comme Jérôme là-dessus, c'est-à-dire que, en fait, je trouve Smart Suite super beau, mais j'ai eu des gros problèmes de bugs, des petites latences sur les API, des petites non-correspondances de données exactes, etc. Et je trouve que, alors après, c'est peut-être moi qui suis arrivé tôt, mais je trouve que ça manquait de doc aussi, technique. Et moi, j'ai un problème, c'est qu'en tant que dev, je me réfère toujours à la doc, et si j'ai pas de doc, je suis perdu, quoi. Donc voilà. Et Raphaël, tu as un très beau prénom. Voilà, c'est tout ce que je vais. Non, plus sérieusement, Podio a l'air super intéressant, mais j'avoue que l'UX UI de Podio, elle me débecte un petit peu. C'est pas pour cracher dessus, hein, mais j'avoue que l'interface UI UX me gêne un petit peu et j'aurais du mal, en fait, un peu comme Bubble par exemple, à me mettre dessus. Je suis désolé Pierre, je crache sur tes outils, mais c'était pas le but. Non, mais il y a pas de. Je suis conscient de leurs limites et de leurs faiblesses. Et du coup, c'est vrai que moi, le côté UX UI, s'il n'est pas présent, j'ai du mal à m'en sortir. Donc j'avoue que Podio, pour moi, il a l'air super. Mais s'il bosse sur l'UI UX, franchement, ouais, je mettrais les mains dedans.
mais pour l'instant, pas vraiment. Et puis Zero, je vous kiffe, quoi, love you, voilà, vous êtes dans mon cœur à jamais. Non, c'est ici, c'est ce côté-là. Voilà, à jamais. Moi, de mon côté, enfin, quand je vois tout ça, je me dis, j'aimerais tellement avoir l'outil qui a les possibilités de Coda, Podio et TimeTonic, la philosophie de Bazero et la connectivité d'Airtable et l'interface de SmartSuits. Et là, alléluia, quoi. Mais, parce que c'est vrai qu'il y avait énormément de choses intéressantes et plus on avançait dans les présentations, plus je me dis, ah non, c'est cet outil-là que je testais. En fait, non, c'est celui-là. Et là, j'en sais rien du tout. Donc, je prendrai un moment pour me dire, bon, si j'ai envie de voir une alternative à Airtable, qu'est-ce que j'ai envie de tester. Mais c'est vrai que SmartSuits, je ne sais pas si c'est forcément l'outil vers lequel j'irai, mais en tout cas, il y a une chose que j'aime beaucoup, c'est cette vision UX globale où ils ont réussi intelligemment à rassembler tout un tas de choses qui peuvent être très différentes, mais ils ont donné une logique. Est-ce que c'est forcément la logique? Est-ce que ça correspondra à tout le monde? Non, mais en attendant, il y a une certaine unicité là-dedans, alors que Airtable, maintenant, tu as la data, tu as les automations, tu as les interfaces, et tu as diverses interfaces. Même moi qui en fais au quotidien, ça devient un peu difficile de m'y retrouver, de savoir ce qu'il est possible de faire, etc. Et c'est vrai que SmartSuite a une approche là-dessus qui me semble vraiment intéressante. Et c'est vrai que, bon, après, bluffé aussi par la présentation de Coda, j'ai pas du tout accroché et j'avais l'impression, quand j'ai essayé il y a un certain temps, que c'était pas forcément fait pour moi, mais ça me donne vraiment envie de redonner sa chance à l'outil qui a vraiment des possibilités assez incroyables et en plus qui ne coûte rien. C'est ça qui m'étonne, c'est que le fait de payer pour les makers et pas pour les utilisateurs, ça fait que quand on compare à tous les autres outils, même du Bazero en auto-hébergé, ça coûte que dalle. Enfin, quand tu commences à avoir une équipe d'une certaine taille, c'est impressionnant. Mais c'est clair, et c'est là où il commence à gagner du terrain. Et j'ai parfois certains clients qui viennent me voir en mode on est sur Notion, mais ça commence à faire cher 150 000 € de licence, quoi, pour mettre 600 utilisateurs dessus. Donc c'est un gros avantage, effectivement. Après, effectivement, on sait que le pricing, ça peut évoluer. Mais il garde depuis le début cette ligne directrice quand même. Alors pour la suite, là il est 13h56, on avait dit qu'on terminait à 14h. Si vous devez vaquer à vos occupations les uns les autres, il n'y a pas de souci. Juste pitié, ne fermez pas le live, qu'on puisse continuer à discuter. Et s'il y en a qui ont la possibilité de dépasser un peu, on va continuer encore un peu à échanger. Mais pour la suite, j'avais prévu quelques cas d'usage et se dire, ok, à partir de ce cas d'usage-là, quel outil on verrait? On va pas faire un tour de table à chaque fois. Le but, c'est s'il y a une ou deux personnes qui disent là, je verrais bien cet outil-là en particulier. Et on va essayer d'avancer comme ça pour pouvoir balayer un certain nombre de cas d'usage. Et on va commencer avec un cas d'usage qui fait écho à ce que disait Claire un peu plus tôt dans le chat. Si je veux concevoir vite fait une plateforme de prise de rendez-vous qui va gérer des données de santé, qu'est-ce que je peux utiliser dans tout ça? Quelles solutions parmi celles qu'on a vues déjà sont habilitées à traiter des données de santé au sens HDS en France? Moi, je sais que TimeTonic n'est pas encore HDS, mais est un gros client, les hôpitaux de Paris, clairement, qu'ils ont pris là et qui ne sont pas HDS parce qu'ils ne traitent pas de données de santé spécifiquement, mais qu'ils ont des besoins futurs sur les données de santé. Donc là, ils sont en train de faire toutes les certifs, voir pour le côté serveur, machin, etc. Donc ça prend du temps, c'est 1 ou 2 ans, je crois. Enfin, d'ici fin d'année ou l'année prochaine, normalement, ils devraient passer HDS. Mais c'est dans les cartons et c'est assez long parce que c'est des processus de certification, etc. quoi derrière. Moi, vas-y. Non, vas-y, j'allais dire, Raph, peut-être qu'en Bazero en auto-hébergé. Ouais, et pas que. Bazero, beaucoup long, mais je préfère quand même le dire au cas où, c'est pas mal. C'est que du coup, Bazero ont reçu certification, ils sont conformes aux normes IPA-A,
SOC 2 et bon, GPDR, mais ça semble logique. Mais déjà, rien que les normes IPA, bon, je sais que TimeTonic les aussi, si je ne me trompe pas. Après, je ne sais pas pour les autres. Je connais pas pour... en gros, c'est le traitement des données médicales, enfin, le traitement de données de soins, mais c'est pas le HDS, par exemple. Tu vois, c'est le HDS qui est encore un niveau au-dessus, et je sais que Base-Row sont aussi en train de voir pour l'avoir. Donc, voilà. Mais après, c'est toujours pareil, ça joue aussi avec beaucoup de choses entre le serveur, la base de données, la fuite des data. Donc, en fait, il y a beaucoup de choses à respecter, mais effectivement, comme dit Pierre, à partir du moment où tu as un projet qui est quand même relativement open source, tu sécurises ton modèle, tu as quand même, hormis le côté certification, tu as quand même un peu moins de mal à ce niveau-là. Mais IPA, voilà, c'est la norme US, Xavier, dans le chat. Donc, cas d'usage suivant, pour une personne qui débute, qui veut juste faire un petit CRM dans son coin, qu'est-ce qu'on peut lui recommander? Bon, je réponds en partie à la question en disant qu'a priori, tous les outils peuvent faire l'affaire et que ça dépendra beaucoup de des préférences en fait, de la personne, avec quel outil elle sera le plus à l'aise. Mais est-ce que vous avez d'autres points à ajouter sur le sujet, des choses à prendre en compte, des points qui peuvent être intéressants en particulier? Je recommande un CRM, moi. Aucun de ces outils-là pour un CRM. Enfin, complètement. Un outil qui fait la gestion de relations clients, ça a été fait, refait, c'est HubSpot, Pipedrive. Faut pas essayer de réinventer la roue avec ce genre d'outil, c'est un peu le danger d'ailleurs. C'est le danger du technicien qu'on est tous, hein, mais de vouloir recréer des fonctionnalités qui existent déjà dans notre petit bac à sable, et je pense que c'est dangereux de tomber là-dedans. Après, si c'est un cas d'usage très spécifique qui casse un petit peu la logique des CRM classiques, donc par exemple les business où il y a un financeur qui n'est pas la même personne que le payeur, ou l'immobilier où il y a un appartement, un acheteur, un vendeur, là ça va complètement casser les CRM classiques, et là du coup on retombe sur la logique bac à sable. On peut utiliser, je pense, quasiment tous les outils qui ont été présentés. Sachant que, pour ces besoins spécifiques, il y aura souvent des outils métiers spécialisés qui existeront. Je me suis fait avoir mon propre jeu, d'habitude c'est moi qui fais cette remarque-là, et là c'est Raphaël qui me reprend le volet d'un coup. J'avais pas vu venir ça, et je suis à 100% d'accord. En fait, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais je suis pas d'accord aussi à la fois. C'est-à-dire que pour ton cas spécifique de ton use case, Pierre, pour moi, j'aurais recommandé justement un Coda, en fait, étonnamment, malgré que je suis pas sponsor par eux, mais j'aurais recommandé Coda parce que, en fait, tu peux tout faire en fait relativement à l'intérieur, et quand c'est pour toi perso, parce que c'était bien ça, ce que tu as dit dans ta question, pour chacun dans son coin personnellement, en fait, quitte à prendre un truc, on va dire en freemium, où tu peux avoir où tu vas avoir la main sur un peu tout et faire je sais pas, tes charts, tes vues, tes besoins, ta comptabilité, Coda convient parfaitement. Et pourtant, j'adore Base-Row, mais l'utilité pour ça, c'est pas du tout adapté. C'est vrai que tu m'as fait un peu rêver, Élise, avec le pack Gmail ou paf, t'as tous tes mails et tout. C'est vrai que ça, pour un CRM, c'est juste génial. On peut effectivement, on peut l'intégrer pas mal avec Gmail, que ce soit d'ailleurs le Google Agenda, les mails, même cliquer sur un bouton, ça envoie un mail. Bon, on peut faire pas mal de choses, mais c'est vrai qu'effectivement, il faut distinguer le fait de créer un CRM pour une petite équipe, voilà, pour une entreprise, VS un CRM pour un freelance qui se lance. Effectivement, si quelqu'un se lance et veut se créer un petit CRM, peut-être que, et s'il aime bien aussi du bidouiller, j'allais dire, ou construire en no-code, ça vaut peut-être plus le coup de le construire un peu à sa manière. À l'inverse, s'il est allergique au no-code, plutôt prendre quelque chose sur hébergeur. Il y a des choses très chouettes comme Folk, qui sont des petits CRM assez accessibles aussi pour les personnes toutes seules. Donc, ça dépend beaucoup du contexte, en fait. Ouais, parce que ce que j'allais dire, il y a beaucoup de... tout le monde dit CRM, mais en gros, c'est la gestion du client qu'il y a derrière. Et des fois, tu es obligé de faire des choses spécifiques à des métiers parce que pour que ça colle au métier, tu es obligé de le faire. Mais c'est pas des vrais CRM, c'est pas des sales qui sont derrière, quoi, en fait. C'est plutôt des hommes métiers qui doivent faire du sales en plus. Moi, c'était mon cas avant dans l'industrie. Je faisais du sales et de la technique. Donc, tu vois qu'un Pipedrive et tout ça, ça correspond pas parce que tu as tout de suite les process d'après qui viennent en lien avec ton CRM, et tu as ces limitations-là quand tu utilises un Pipedrive ou autre. Après, faire les connexions et tout ça, c'est un peu compliqué. Si tu utilises déjà un outil type Coda ou même TimeTonic, c'est possible, même s'il y a certaines limitations.
Je trouve ça plus adapté pour faire un process global sur un seul outil que d'utiliser un CRM type Pipedrive qui est plus fait pour des sales. Pour résumer, c'est vrai que le pitch de départ, c'était une personne qui veut faire un CRM dans son coin, mais en fait, c'est pas la seule chose à regarder. Est-ce que cette personne a une appétence pour aller plus loin ou pas? Est-ce que c'est non, je veux juste ça, et en fait, c'est tout, j'ai pas besoin de plus, et oui, j'ai pas envie de mettre les mains dans la technique. Dans ce cas-là, prendre un CRM sur étagère, c'est bien. Est-ce que la personne s'amuse à faire ça? Ça peut aussi être une bonne raison de le faire, juste aimer le faire. Est-ce qu'on veut aller plus loin? Est-ce qu'on se dit, mais en fait, ce CRM, c'est la première brique, et derrière j'ai beaucoup d'ambition et je vais continuer à construire, effectivement. Est-ce que je connecte aussi à d'autres process métiers? Ça, c'est beaucoup de choses à regarder, effectivement. Merci à tous et tous pour ces précisions. Maintenant, un outil de gestion de mission pour une petite agence qui fait de la presta, de ce qu'on veut. Ça peut être du no-code, ça peut être du graphisme. Une petite agence qui gère ses missions et qui veut un portail client. Là, ça fait mal. C'est là que... C'est dur. Parce que là, en fait, tout le monde va dépendre de son outil. Et moi, je vais être honnête, c'est vrai que forcément, je vais prendre Basero parce que open source, parce que les projets, parce que ci, parce que là. C'est vrai, et on peut faire ça. Mais je pense honnêtement, sans parler pour tout le monde, mais en pensant, je pense que tous ces outils-là, en fait, font ce style de vue-là. Et comme on a dit tout à l'heure, et comme l'a très bien dit le deuxième personne qui porte le plus beau prénom du monde, qui se nomme Raphaël, dans l'idée, ça dépend des besoins. Et en fait, en soi, tu peux dire oui, Basero va convenir, Coda va convenir, tout va convenir, même Airtable, même si je les aime pas, va convenir au fait que en fait, tu peux faire genre, je sais pas, des vues Kanban, associer tes utilisateurs, dire ok, aujourd'hui, il y a Edith sur ça, il y a Pierre sur ça, il y a Jérôme sur ça, il y a Raphaël sur ça, il y a Rachid sur ça. En fait, tu peux le faire sur tous ces outils. Tu peux gérer du coup cette gestion de tâches. Il y a un point que tu as un peu skippé, c'est qu'il n'y a pas juste la gestion de mission, il y a le côté portail client. C'est je veux donner à des gens externes un accès à mes données. Et ça, c'est pas si facile et tout le monde le gère pas. Donc, Raphaël nous parlait de la solution qu'on peut brancher à Podio. On peut brancher un software sur Airtable. Airtable Interface. Mais moi, Airtable Interface, c'est pas adapté. Tu peux pas trop pour les personnes externes. Contrairement à ce que dit l'autre, Raphaël, on a beaucoup le prénom aussi, je recommanderais pas forcément mon outil pour ton use case non plus. Pour ton use case, moi tout de suite, je pense ClickUp, Monday, et je dirais à l'agence, est-ce que vous avez vraiment besoin d'un portail client? Est-ce que vous pouvez pas avoir ce que vous voulez comme échange d'informations avec des emails automatiques, avec d'autres manières de communiquer qui marchent très bien, qui sont très efficaces, et qui ne nécessitent pas un projet de 3 semaines, un mois à construire une interface, quoi. Donc là encore, moi je challenge beaucoup, j'ai tendance à beaucoup challenger mes clients sur ce dont ils ont vraiment besoin. Parce que moi, ça m'éclate comme vous tous de construire des choses, mais la question c'est quoi le process et c'est quoi le besoin? On est d'accord que ça fait partie de notre métier à tous et tous. Là, il n'y a pas vraiment de clients, donc on prend le brief tel quel et on a... Ouais, vas-y. Pardon, je ne conseillerais pas forcément Coda non plus sur la partie portail client. Parce que, moi, j'ai tendance, quand il y a un portail, effectivement, à faire du Airtable et software. Et sur Coda, effectivement, c'est plus concentré sur vraiment un outil interne. Effectivement, on peut aussi partager, donc c'est sous forme de doc. Donc, on peut effectivement synchroniser des données entre des docs et partager le doc avec une personne extérieure. Donc, ça c'est sympa 1 ou 2 fois. Mais quand on veut faire ça, je veux dire, avec 50 clients, autant avoir un réel... portail client dédié. Donc, mais bon, là, je cale ça. Là, prochainement, il y aura un live pour parler de Coda connecté avec Webflow pour gérer notamment la partie CMS, mais pourquoi pas utilisateur. Donc affaire à suivre, mais c'est pas forcément le meilleur outil aussi pour créer des portails. Après, j'ai envie de dire, il y a aussi, est-ce qu'on veut un portail assez basique, on assemble des gros blocs en mode software, ou est-ce qu'on veut un portail client totalement sur mesure? Et dans ce cas-là, on peut prendre, comme on dit dans le chat, un WeWeb, un Retool ou ce qu'on veut. Et dans ce cas-là, à peu près tous les outils iront, parce que d'une manière ou d'une autre, on va réussir à faire des calls API, ce sera plus ou moins pratique, plus ou moins efficace, mais ça marchera. En revanche, si on veut, ce qui va souvent être le cas, un portail client assez rapide à mettre en place, tous les outils n'iront pas. Par exemple, TimeTonic, il n'y a pas vraiment de solution native pour le faire. On peut faire Exilio, ceci dit. Mais tu seras que sur mobile, quoi. Enfin, Exilio, par exemple. Ouais.
Rachid, sur SmartSuite, il y aura des solutions pour ça? Bah oui, en fait, Software l'a intégré il n'y a pas longtemps. WeWeb C'est vrai, c'est vrai. l'intègre. Il y a même un portail qui avait commencé à l'intégrer. Ils étaient en développement, ils étaient même en bêta. J'étais inscrit, j'avais la version bêta. C'était Easy Portal. Easy Portal, lui, il se connecte à SmartSuite. Et ce qui est bien là, c'est que récemment, il intègre les 44 types de champs. Il y a même le champ signature, au fait, dans SmartSuite. Il y a le champ signature, il y a le champ doc où on écrit un peu comme si on écrivait dans Notion. On peut intégrer des photos, on peut appeler des records, on peut faire plein de choses dessus. Après, TimeTonic, ils ont sorti un truc mais, pour des fois, il faut se poser des fois là. Il n'y a pas de mal, vas-y, je t'en prie. J'allais dire, TimeTonic, ils ont fait un pricing un peu spécifique qui est un prix à l'utilisateur beaucoup moins cher pour des portails externes où on a des droits limités. Et en fait, c'est au nombre de connexions par mois, en fait. Si il y a 3 utilisateurs qui se connectent par mois, parce qu'il y a beaucoup de portails où s'il y a très peu d'échanges, c'est juste avec des clients, etc. Et qu'en fait, c'est juste aller se connecter, aller voir où c'est que j'en suis pour ça ou machin. Et des fois, il va y avoir 10 utilisateurs derrière, mais en fait, il n'y en a que 1 ou 2 qui s'en servent réellement. Complètement. Et ils ont fait un pricing comme ça que je trouve intelligent quand c'est pour des petits besoins de petits portails internes assez simples. C'est intéressant, mais pas pour des gros besoins. Mais du coup, c'est pour donner accès à la base elle-même. Il n'y a pas une interface dédiée. Parce que c'est vrai que dans un portail, on ne peut pas forcément donner accès à la base brute. Parfois, on veut mettre un peu en forme aussi les données. Alors, TimeTonic, l'avantage, c'est qu'en fait, tu vas avoir les synchros entre bases assez facilement et tu vas partager des workspaces. En fait, tu vas créer un workspace portail, par exemple, vous pourrez imaginer, et tu vas mettre les tables et les vues que tu veux dedans, en fait. Tu vas juste cliquer, ça va les mettre, en gros, dedans. Et après, tu as une gestion de droit en fonction de ta vue et tu peux partager. Donc, ça, c'est assez simple à faire et tu peux partager qu'un truc spécifique si tu veux. Mais ce que je veux dire, c'est que côté utilisateur, ça se présentera plus comme une base que vraiment comme une app. Ce qui peut, ça sera pas un peu perturbant pour certaines personnes. Raphaël, tu dois nous laisser. Tu nous dis. Désolé. Alors, encore merci pour l'invitation. Merci à toi. Désolé pour la presse un petit peu maladroite. Non, c'était parfait. Ok. Salut. Merci beaucoup. Salut, Raphaël. Mais pour finir, Pierre, juste pour tous nos outils là, en fait, vu qu'il y a une possibilité d'API pour la plupart, désolé Coda, mais vu qu'il y a une possibilité de call API pour les data, je sais pas si tu peux le faire sur Coda, si je crois, mais je sais pas si quand même. Okay. Sait-on jamais. Il y a aussi du coup l'option en portail client dans nos locaux ou dans JetAdmin, qui sont des outils qui bien sûr. intégrés. Du coup, on peut faire un call API et dans ce cas-là, paramétrer peut-être un petit peu. Parce que j'adore WeWeb, mais il faut quand même avouer que pour un portail client en interne, ça a quand même un petit coût, quoi. Ouais, et qui sont les solutions qui seront un peu à mi-chemin entre vraiment les gros blocs de software et le totalement custom comme du WeWeb. Quel usage suivant? Une entreprise e-commerce qui gère 200 commandes par jour et qui a besoin que ses équipes, de recevoir les commandes, de gérer les stocks, de gérer les retours, etc. Je dirais avec un outil qui se synchronise par exemple en direct avec Shopify, si c'est par exemple sur Shopify. Je sais que moi je l'avais mis en place avec Airtable, avec le AirPower, je crois, de Airtable, donc ça marchait plutôt bien avec Airtable. Je me demande s'il n'y avait même pas de la synchronisation aussi dans les deux sens. Et je vois aussi là qu'il y a un pack aussi Coda Shopify. Donc moi j'aurais tendance à conseiller n'importe quel outil mais qui synchronise quand même avec Shopify, parce que parfois on n'a pas besoin uniquement que les commandes remontent, mais parfois les commandes, les clients, les produits, et du coup ça peut être plus simple d'avoir une intégration que de recréer tous les automations. C'est vrai que c'est un point important, se connecter à Shopify ou au système. Après, il va y avoir des problématiques de volume. On gère beaucoup de volume. Potentiellement des problématiques de périmètre. C'est-à-dire, on ne veut pas que tout le monde ait accès à tout. On veut que l'équipe SAV ait accès aux tickets SAV. On veut que l'équipe stock ait accès au stock. Parce que ça
peut aussi éviter les problèmes. Moi, je bossais avec une boîte e-commerce, ils avaient eu des problèmes de vol parce que c'était Airtable qu'ils avaient fait eux-mêmes et que j'avais essayé au fur et à mesure d'améliorer. Mais bon, du coup, tout le monde avait un peu la main sur tout et du coup, ça pousse certains à bidouiller. On peut retrouver leur trace. Maintenant, avec les interfaces, Avec ça va. avec les interfaces, ça va. Ça peut être pas mal, les interfaces, pour gérer ça. Après, les interfaces, quand il y a beaucoup de données, ça rame un peu des fois, honnêtement. Et le problème, c'est que quand t'es habitué à commencer à travailler sur la base, passer les gens aux interfaces où ils pourront faire moins de choses, où tout sera plus strict, c'est compliqué. C'était le problème que j'avais un peu là. Mais c'est vrai que des interfaces, ça pourrait être une option. Moi, j'ai un gros client qui travaille dans le domaine justement du e-commerce. Gros volume, qui va lever des fonds et tout ça, quoi. C'est vraiment des grosses problématiques. Et ils ont du Airtable, mais plus pour les process internes, des upsells, des process qui doivent être flexibles, qui testent et tout ça pour aller très vite. Et ils servent de Airtable et de Make. Moi, je fais beaucoup de Make avec eux là-dessus. On va automatiser, puis avoir des petites interfaces sur Airtable pour gérer certains process qui ont besoin d'être flexibles. Et sinon, ils ont une vraie base de données, on va dire, standard qui est connectée à Shopify, ou que c'est du dev pur. Mais après, la limitation de données fait que Airtable, au bout d'un moment, quand tu as 200 commandes par jour, ou je ne sais plus si c'était par jour ou par mois, si c'est 200 par jour, au bout d'un moment, Airtable, on sera limité quand même dans le suivi. C'était un gros problème aussi qu'on avait, c'était l'archivage et le nombre de calls API, etc. On avait régulièrement des embouteillages. Raph, tu dois nous... Ouais, c'est ce que j'allais vous dire. Je vous laisse, je vous souhaite une bonne continuation et merci encore pour l'invitation. Merci beaucoup à toi. Salut Raph. Ciao. Bon, de toute façon, l'heure tourne, on va pas rester ici indéfiniment. J'ai encore un ou deux cas d'usage à vous soumettre. Une entreprise de diagnostic qui va envoyer ses équipes faire des relevés sur le terrain, potentiellement. Il n'y aura pas toujours des connexions, etc. Une solution mobile first, qui soit vraiment utilisable sur mobile. Qu'est-ce que vous recommandez? Vas-y, Jérôme. C'était un cas pour TimeTonic, ça. C'est ça. Après TimeTonic, je vais dire quand même, j'ai parlé des limites justement de TimeTonic là-dessus. C'est un très bon outil pour ça, parce que moi je viens du monde de la maintenance industrielle, donc c'est vraiment le use case où que je vois un peu le potentiel de ça. Alors TimeTonic est très bien là-dessus, sauf que l'appli mobile est quand même limitée, on va dire, en termes de visuel, et la façon de traiter au niveau, au niveau UX est pas encore top. C'est des choses qui vont changer dans le futur, mais on va dire on est assez limité en termes d'utilisateurs pour que ça soit très friendly, surtout pour des techniciens, où je fais des apps là avec des clients il y a des chauffeurs, etc. Et le problème, dès que tu as quelque chose de pas très simple du UX, les utilisateurs ils sont un peu frustrés, ça va pas, quoi. Ils vont pas l'utiliser ou mal l'utiliser. C'est un peu la limite, mais il y a certaines fonctionnalités qui servent trop bien en hors ligne et tout ça, où tu peux... Tu as les notifs, tu as pas mal de choses qui font que sous l'app mobile TimeTonic, tu fais déjà des beaux cas. Mais on va dire le step au-dessus, c'est que niveau UX, on puisse faire quelque chose qu'en fait, c'est juste un traitement de la base qui a été... c'est comme si tu étais dans TimeTonic et qu'ils ont rapporté ça au niveau d'une app qui se préconstruit toute seule, mais tu gères pas de front, quoi, en fait, dans l'app mobile. Donc, c'est les limites un peu du truc, mais... On va dire c'est celui qui répond le plus dans tous les autres outils, je pense, en termes... Parce que si tu as du technicien qui va sur place, il faut du offline obligé, clairement. Pour que ça soit vraiment fonctionnel. Ouais, je vous avoue que là, je suis avec un projet client où on va avoir des livreurs, des conducteurs de travaux qui vont devoir utiliser Coda sur mobile. Donc, c'est possible de se dire, tiens, telle page, je la fais de telle sorte à ce que sur mobile, ça rentre bien. On peut aussi s'amuser avec des boutons à faire quelque chose de pratique. Mais effectivement, sur la partie offline, je ne sais pas ce que ça va donner si jamais il y a des problèmes de connexion. On peut avoir une partie mobile, mais c'est pas effectivement le... C'est rarement, en fait, pour le moment, je trouve le point fort des outils qu'on a présentés. Peut-être Airtable, là, on voit qu'il y a des choses qui bougent, mais... Après, pour faire du mobile, il faut développer une application
tu fais une application Zillow, une application Glide, mais tu développes l'interface qu'il te faut, qui sera adaptée à ton cas d'usage sur mobile. Je pense que c'est principalement par là qu'il faudra passer. Et allez, un dernier cas d'usage. On prend un SAV, un service après-vente, qui va répartir des tickets clients. Chaque collaborateur ne peut voir que ses tickets, ceux qui lui ont été attribués. Chaque manager peut voir les tickets de son équipe. Donc là, une problématique de collaboration. Alors là, j'entends la voix de Raphaël dans mon oreille qui me dit mais il faut prendre un système de gestion de tickets. Imaginons qu'on n'en veut pas parce qu'il y a plein de spécificités à gérer qui font qu'on veut le relier à d'autres choses, métiers, etc. C'est des cas très, très valables dans un certain nombre de cas. Mais quel outil vous verriez pour ça? Je dirais un peu tout. On peut le faire avec Smart Suite. Ouais. Comment on gère les autorisations sur Smart Suite, justement? Bah justement, je voulais en parler, c'est une chose dont j'oublie de parler, le track. Et en fait, il y a dans la gestion des droits, il y a un utilisateur particulier qui est invité. Celui-là, il a le droit de modifier les statuts des tâches qui lui sont assignées et il peut mettre des commentaires. Donc clairement, il peut traiter un SAV et mettre un commentaire, il peut mettre des pièces jointes, des photos, tout ce qu'il veut, et puis faire passer la pièce en réparé. Et ça coûte pas en rond. D'accord. Vraiment, et il peut voir que ses tâches. Ok, intéressant. Et est-ce qu'il y a une logique d'accès à seulement certains records, seulement certaines tâches, etc. Parce que c'est une des limites d'Airtable où, à part dans les interfaces, on donne accès à tout ou à rien. Oui. Est-ce que dans Smart Suite et dans les autres outils, on a un peu plus de granularité de ce niveau-là? Alors, oui, il y a beaucoup plus de granularité. On peut faire aussi des équipes dans les workspaces et on peut clairement mettre une équipe technicien. Et ces techniciens-là, c'est eux qui seront amenés à faire le traitement des tickets. Okay. Et on peut intégrer justement l'invité dans l'équipe technicien. Ok. Moi, j'utilise pas mal TimeTonic pour ça aussi, mais plus dans le mode... Ouais. Vas-y. Fini, Rachid. Ouais. Ce que je voulais dire aussi avec le embed sur le dashboard, on peut intégrer justement le formulaire. On peut même aller plus loin, on peut même ajouter des records, on peut même les modifier avec fill-out. On peut faire des modifications de record. Donc on peut cliquer sur un record sur le dashboard et puis avoir le forme pré-rempli, le formulaire pré-rempli, puis faire les changements dessus. C'est la force de l'interface, c'est de Smart Suite, c'est qu'on peut intégrer justement des formulaires super intéressants. Okay. Voilà. Ce que j'allais dire sous TimeTonic, c'est que j'utilise ça au point de vue technicien, ça va beaucoup avec les QR codes. On a une machine, on a un engin, un camion, ou ce que tu veux, tu mets un QR code dedans. Et en fait, comme ça, le chauffeur n'a pas besoin d'avoir d'app ou le technicien n'a pas besoin d'avoir d'app, il a juste un téléphone, il flash le QR code, ça lui fait un formulaire avec l'équipement déjà de pré-saisie, puis tu remplis dans le formulaire qui est natif dans TimeTonic, tu remplis tes infos et tu remontes ça directement aux ceux qu'on... Parce que là, l'avantage, c'est que tu n'as pas d'utilisateur TimeTonic, pas de compte payant et tout ça pour faire remonter un peu la data. Et tu as des comptes qui vont gérer un peu le support, etc. et envoyer les mails. Après, ils vont traiter par mail assez souvent au niveau des interlocuteurs derrière. C'est une petite spécificité que j'utilise assez souvent un peu dans le monde, on va dire, entreprise traditionnelle. Ok. Bah, merci beaucoup. Le retour ça fait bientôt 2 heures qu'on est ensemble. On va peut-être s'arrêter là, mais merci beaucoup en tout cas à nos intervenantes et intervenants pour les présentations, pour le débat. J'ai appris beaucoup de choses, donc j'ose espérer que vous aussi. Pour compléter, Marco disait les formulaires permettent de modifier aussi de la donnée en TimeTonic et pas que de créer des records. Un point intéressant par rapport
par rapport à Airtable. Pour faire ça dans Airtable ou SmartSoul, il faut passer par soit on a des utilisateurs internes et ça se fait dans les interfaces Airtable par exemple, mais sinon ça va le filer dessous. Juste pour répondre à Xavier, excuse-moi Pierre, l'invité n'est pas payant. Voilà. Ok. Juste, donc c'est bien, il y a des outils comme ça qui laissent une petite flexibilité justement pour ouvrir un peu plus, avec des logiques différentes. Donc Rachid, Élise, Jérôme, vous nous présentiez ce que faisaient vos outils en la matière. Effectivement, ça peut être un des reproches qu'on peut faire à Airtable. Après, ils disent qu'ils ont essayé, on a essayé de faire des positions d'éditeurs et puis juste de collaborateurs, mais les gens comprenaient rien, alors on a arrêté. Je suis pas sûr qu'on revoie ça du coup de sitôt, chez Airtable en tout cas. Mais c'est vrai que c'est un besoin fréquent. On n'a pas les mêmes besoins pour tous les utilisateurs et sur Airtable, payer 20 $ par mois pour des gens qui n'ont que des très très petits besoins, ça peut faire un peu mal. Donc, merci encore. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé du format, si ça vous a plu. Le prochain pitch sera sur le même modèle, mais évidemment sur une autre thématique. Est-ce qu'on parlera d'app builders? Est-ce qu'on parlera d'automatisation, de site web, de landing page, je sais pas, c'est à voir. Je pense qu'on changera d'univers pour partir un peu du côté des apps et pas rester uniquement sur les ops. Marco veut qu'on parle uniquement d'API. Honnêtement, vas-y, viens me pitcher en DM ce que tu vois comme pitch et comme outil là-dedans. Moi, j'ai du mal à me projeter, pour l'instant, je t'avoue. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Les fronts, ça peut être intéressant. Franchement, les fronts, il peut y avoir un peu de tout, mais du web, du software et tout ça, un peu, tu sais, avec différents niveaux, ça peut être intéressant. Et ouais, c'est une vraie question. Ça serait bien de voir de l'open source. Ouais. Est-ce que du coup ça veut dire inclure des outils open source, s'assurer d'inclure des outils open source dans toutes les catégories, ou est-ce que ça veut dire faire... Je pense que c'est mieux que de faire une séance dédiée open source, parce que en fait, tu te retrouves à présenter Baserow et N8N qui n'ont finalement pas grand-chose à voir. Mais c'est un bon point, c'est vrai. Varier la représentation et dans les outils et dans les personnes. Bon, on n'avait pas du tout la parité aujourd'hui, je m'en excuse, mais hier à 19h, on n'avait encore que 4 intervenants et j'ai pris les personnes qui se présentaient. D'ailleurs, encore un grand merci à toi, Rachid, et à Raphaël qui a dû nous quitter en cours de route, d'avoir répondu au pied levé à l'invitation et nous avoir permis d'avoir un plus grand panel d'outils à comparer. C'était vraiment bien, mais Claire, je suis d'accord, c'est un scandale et je vais de ce pas m'acheter un fouet pour m'auto-flageller. Non, mais blague à part, c'est un point sur auquel je suis très très sensible et ça m'embête, et je sais que la prochaine fois j'anticiperai plus pour ne pas me retrouver au dernier moment à devoir aviser, mais je pense que c'est important de devoir ouvrir les personnes et les solutions, et c'est vrai que ton point, Rachid, sur l'open source et sur les solutions françaises et etc., et pas que les gros outils que tout le monde connaît, mais des alternatives. Il y en a qui ont été coupés au montage, hein. Je voulais présenter NoCoDB et j'ai trouvé personne pour le présenter, et finalement la grille s'est remplie comme ça sans NoCoDB, donc tant pis. Ce sera peut-être pour une prochaine fois. Ouais, Guylaine dit, s'il y a personne qui se présente, je peux pas mieux faire. C'est pas tout à fait vrai non plus. Du moins, j'essaierai de faire mieux, en tout cas, là-dessus. Les retours, en tout cas, ont l'air de dire que c'est plutôt... ça vous a plutôt plu, et au bout de 2 heures, vous êtes encore 24, c'est-à-dire qu'on a perdu quelques personnes, mais pas tant que ça, donc bon, ça va être signe que ça vous a intéressé. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre participation, pour vos questions. Ça a été enflammé dans le chat. On avait du mal à suivre entre les pitchs, notre discussion interne, le chat et tout. On savait plus où donner la tête. Il y avait quelques pitchs. J'ai totalement oublié le chrono, d'ailleurs. Tellement ça partait dans tous les sens. Mais en tout cas, c'était très intéressant. Donc, merci
encore à toutes et à tous. Le replay, je le rappelle, sera donc pour les pitchs sur la chaîne YouTube Knuckle France. Donc je les publierai un peu au fur et à mesure, je vais pas tout mettre d'un coup. Et ce débat sera retrouvé sur ma chaîne YouTube. Un petit mot de la fin éventuellement, Rachid, Élise, Jérôme. Mais merci Pierre pour l'invitation. Et Intéressez l'open source. Vraiment. Et au plaisir de venir parler d'autres outils. Pareil, merci. Il y a d'autres outils qui t'intéressent que Coda? Comment ça? J'ai passé avant. Mais non, au plaisir en tout cas de repasser sur l'émission. Et merci pour l'orga, c'était très organisé quand même et bien préparé. Donc bravo à toi. Et merci à tout le monde. Merci, on a un peu glissé sur le timing, mais Élise va bientôt venir sur WeWeb. Oula, c'est Scoop là, Scoop. On a eu en avant-première mondiale la présentation de l'app builder Baserot, et maintenant Scoop, Élise arrive sur WeWeb. Je peux plus, c'est trop d'émotions pour aujourd'hui. Pas encore. Moi, je veux parler de Make. Écoute, je pense qu'il y aura du monde sur Make, donc avec plaisir si tu veux candidater. Après, je ne sais pas encore ni quand ce sera, ni qui le fera, parce que là encore, il y a aussi des questions de représentation diverses de la communauté, mais on n'avait qu'un seul dev, je crois, aujourd'hui. Il y avait que Raph qui était dev de formation, non? Je pense, oui. Donc, déjà, il n'y a pas une surreprésentation des devs. C'était un bon point de départ, même si dans le chat... Il y a une surreprésentation des génies industriels. C'est vrai que... Il y a trois là, industriels. C'est vrai qu'on est trois... on est trois génies industriels. Et dans les devs, Xavier et Marco, dans le chat, s'en sont donnés à cœur joie. Bref, ça y est, on vient de dépasser la marque des 2 heures d'émission. C'est le moment d'aller manger pour moi et d'aller vaquer à vos occupations. Allez travailler. Pour toutes et tous, merci encore. Et écoutez, on se retrouve bientôt sur Twitch, sur le Slack Knuckle France, bien entendu. Et partout où vous voulez, c'est toujours un plaisir, bien entendu, de vous retrouver. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à tous. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt.